Nicole Bouteau, bonjour. Helena. Alors je l'évoquais dans les titres tout à l'heure, actuellement tous les voyants sont pratiquement au vert. L'année 2019 est à classer parmi les meilleures années de fréquentation touristique de la Polynésie. 230 000 visiteurs sur les 12 derniers mois. Le secteur a rapporté 60 milliards environ en 2018 et il progresse avec un taux de remplissage moyen des hôtels et de la petite hôtellerie de plus de 60%. Seul ombre au tableau, la clientèle asiatique qui continue donc de bouder notre destination, on va l'évoquer. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez comment est-ce que vous expliquez de si bons chiffres. C'est une combinaison de plusieurs facteurs, j'imagine, mais dites-nous lesquels. Plusieurs facteurs, effectivement. D'abord, c'est une croissance que nous connaissons depuis maintenant 5 ans. Alors, c'est vrai que la croissance était de 3 à 4% par an. Et c'est vrai que l'année 2018 a marqué un tournant important puisque c'est le renforcement de la desserte aérienne internationale qui a permis effectivement cette croissance beaucoup plus importante depuis 2018. Donc, c'est un renforcement. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de United Airlines et de French Peak qui sont venus augmenter l'offre de sièges en aérien, mais c'est également le renforcement d'opérateurs historiques que sont Hawaiian Airlines qui, durant une saison, a doublé ses vols hebdomadaires. C'est également Air New Zealand qui a renforcé également ses vols hebdomadaires en pérennisant le 3e vol. Voilà, donc on a des opérateurs aériens très dynamiques et c'est une des raisons. Après, c'est également une destination qui a regagné la confiance tant des opérateurs locaux que des opérateurs internationaux. C'est une image de la destination et c'est aussi le sujet de nos assises qui, dans le cadre de notre stratégie, a été revue. On est toujours la destination balnéaire bien connue dans le monde entier avec les bungalows sur l'eau, les belles plages. Mais nous sommes aujourd'hui aussi identifiés comme une destination plus inclusive où on vient à la rencontre de la culture locale, des Polynésiens qui sont vraiment au centre de notre développement touristique, de notre nature. Donc je crois que c'était important. Aujourd'hui, nous sommes une destination d'expérience. La Polynésie française est prête à améliorer, à accueillir encore plus de touristes ou alors il existe une limite que l'on ne doit pas dépasser pour de multiples raisons liées par exemple à nos capacités d'hébergement, à la préservation de l'environnement? C'est une volonté affichée. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais une destination de tourisme de masse. Et c'est vrai que nous rappelons souvent aux opérateurs qui nous comparent aux Maldives, aux Seychelles ou à l'île Maurice qu'on ne peut pas comparer ces destinations. Nous ne souhaitons pas. Hawaï, par exemple, aussi. Hawaï accueille des millions de touristes. Ce n'est pas notre volonté. C'est-à-dire que vrai que ça le fait plafond, sourire, ce serait quoi ici? Mais ça fait sourire quand on dit que nous avons, en 2018, passé le seuil symbolique des 200 000 touristes. Il ne faut pas voir que le nombre, il faut voir les retombées économiques. Et comparativement à Fidji, qui accueille plus de 600 000 touristes, ils ont les mêmes retombées touristiques que nous. C'est-à-dire quand on fait 60 milliards de recettes touristiques pour 200 000 touristes, eh bien Fidji fait autant pour 600 000 touristes. D'accord, ce qui veut dire que, combien de touristes maximum on peut accueillir ou vous êtes prête à accueillir? Nous sommes fixés un premier seuil qui est celui de 350 000. D'accord. Je crois nous serons loin de la saturation. Aujourd'hui, nous avons 280 000 habitants, 200 000 touristes, 350 000. L'idée, c'est avant tout que notre développement touristique profite au plus grand nombre. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce sont principalement, jusqu'à présent, c'était principalement 3 îles que sont Tahiti, Moorea, Bora Bora, parce que l'offre hôtelière est concentrée sur ces 3 îles, mais nous avons diversifié notre offre d'hébergement avec notamment les pensions de famille, l'hébergement flottant également, je pense à la croisière basée en tête de ligne en Polynésie, le charter nautique, les meublés du tourisme qui se sont développés, et nous constatons que la croissance profite aujourd'hui aussi à ces produits-là, ces produits d'hébergement, aux prestataires d'activité et au-delà de ces 3 îles, y compris dans les îles les plus éloignées. Les plus éloignées. Au cours de la conférence annuelle de Tahiti Tourisme qui s'est tenue il y a quelques semaines, il a été dit que si la croissance se poursuit, la fréquentation touristique à Moorea, par exemple, sera égale pratiquement à celle de Bora Bora. Alors, Moorea est prête ?
Moorea a toujours été une destination. Moorea profite en fait de sa proximité avec Tahiti. C'est 30 minutes en bateau. Donc, profite non seulement du tourisme d'intérieur, puisque les résidents, vous le savez, vont beaucoup le Montréal, week-end, les ouais. vacances. Et puis, c'est effectivement nos visiteurs également. L'île est belle. On l'appelle un peu l'île Jardin. Donc voilà, elle a beaucoup d'atouts. Et aujourd'hui, en termes de fréquentation, effectivement, Moorea est sur les mêmes niveaux de fréquentation que Bora Bora. Il faudra développer des capacités d'hébergement. Oui, bien évidemment. Je dirais que oui, notre tourisme va bien. Maintenant, nous restons, je dirais, réalistes aussi. Nous avons, vous en avez cité une, aujourd'hui quelques fragilités. Le marché asiatique en fait partie. Donc, nous sommes très mobilisés parce que même si nous avons de vraies dynamiques sur les marchés américains, européens, nous souhaitons poursuivre la diversification de nos marchés et ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, comme on dit. Donc la région Pacifique, la région Asie sont des régions à fort potentiel. Donc nous, comme je dis, nous sommes mobilisés, c'est tant acteurs publics que privés, pour regagner et reconquérir ces marchés qui sont des marchés, et je parle du Japon peut-être plus particulièrement, des marchés historiques pour nous. Eh bien, parlons-en justement. Donc, il reste cette clientèle, un segment qui continue donc de nous tourner le dos, que l'on n'arrive pas à séduire. C'est donc cette clientèle asiatique. Vous revenez d'une tournée qui vous a conduit donc tour à tour en Chine, au Japon, en Corée du Sud évidemment. Vous avez rencontré des tours opérateurs, des professionnels, l'ambassadeur de France au Japon. Tout cela a débouché sur quoi? Sur quelle décision, par exemple? En fait, c'est la deuxième année, puisque cette baisse des marchés asiatiques n'est pas nouvelle, mais nous avons connu un décrochage en 2018 et nous avons organisé une première mission en novembre 2018, pour comprendre effectivement ce qui se passait sur ces marchés, plus particulièrement sur le marché japonais et le marché chinois. En fait, le marché japonais évolue également. Nous avons face à nous des destinations concurrentes, très concurrentielles par rapport à la Polynésie. Ils nous ont dit que sur ces marchés, notre destination n'était pas suffisamment visible. Donc, nous avons réagi en renforçant les moyens de notre présentation sur le Japon, de la formation, de la promotion, plus de voyages de familiarisation, c'est-à-dire que nous avons accueilli plus de tours opérateurs, plus d'agents de voyage l'année dernière et nous continuons à le faire, plus de voyages de presse pour gagner en visibilité. Et puis, nous avons aussi renouvelé une seconde mission, donc cette année, pour aller faire le point avec ces tours opérateurs. Et puis, nous avons surtout bénéficié de l'appui de l'ambassade de France et d'Atout France, puisque on leur a rappelé que la Polynésie, c'est aussi la France au sein du Pacifique. Et les Japonais sont très attachés à ce lien d'amitié qu'il y a entre la France et le Japon. Oui, parce que parmi les raisons souvent avancées pour expliquer en partie donc, les raisons de la défection des touristes asiatiques, c'est l'obstacle du visa. Est-ce qu'on a progressé sur cette question ou alors c'est un faux problème selon vous ? Alors, pour le Japon, il n'y a aucune difficulté. Et pour la Chine, en fait, tout visiteur de nationalité chinoise qui souhaite venir en séjour touristique en Polynésie, s'il passe par une agence chinoise agréée, et elles le sont quasiment toutes en Chine, bénéficie d'un visa touristique de 14 jours. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas énormément de congés. Donc, en général, ils ne viennent pas plus de 14 jours en Polynésie française. Ces obstacles ont été levés. On peut les améliorer, mais ils ont une possibilité de durée de séjour de 14 jours. On peut rappeler comme ça, une grosse fourchette, quel est le potentiel de réservoir de touristes à aller chercher en Asie ? Le potentiel est important. Ce sont des marchés le marché chinois se développe d'année en année. Donc oui, le potentiel est important et nous continuons à nous préparer. Parmi ces préparations, vous le savez que le pays accompagne notamment des jeunes Polynésiens à se former à la langue, mais également à se former à la culture chinoise. Donc chaque année, nous avons des dizaines de jeunes étudiants qui partent en voyage d'immersion et d'études entre 1 et 10 mois dans des écoles avec lesquelles nous avons développé des partenariats. Vous étiez justement au lycée hôtelier récemment. Alors les stages en entreprise, on a vu que beaucoup de jeunes donc, souhaitaient les réaliser à l'étranger. Vous privilégiez la zone, c'est ça ?
Nous ne privilégions pas la zone, mais nos voisins du Pacifique, nos amis du Pacifique, sont demandeurs de plus d'échanges entre nous, puisque nous bénéficions d'une plateforme pédagogique exceptionnelle, unique dans le Pacifique. Donc c'est vrai que les îles Cook, notamment, j'y pense parce que nous les avons reçus, Rapa Nui souhaiterait développer. Et c'est vrai que s'il doit y avoir immersion dans un environnement anglophone, parce que c'est ce que les professionnels demandent, c'est avant tout qu'il y ait la maîtrise aussi, c'est pas que le service, c'est aussi la maîtrise de la langue anglaise. C'est la première langue qui est pratiquée aujourd'hui dans le monde touristique. Eh bien, c'est que nos jeunes puissent être plus, que notre jeunesse puisse être plus formée. Et c'est vrai que partir, ça enrichit. Et partir dans des pays anglophones, ceux du Pacifique notamment, leur permettrait de se préparer à être les collaborateurs, mais également l'élite du tourisme de demain. On évoquait tout à l'heure les liaisons aériennes. Le Canada sera bientôt une destination que l'on pourra rallier depuis Tahiti. C'est une possibilité qui est offerte effectivement aux compagnies aériennes, tant polynésiennes que canadiennes. Aujourd'hui, on est plus sur des partages de codes, comme l'a fait Air France avec Aéromexico, ce qui nous permet aujourd'hui, et ça fait partie des décisions que le conseil d'administration de Tahiti Tourisme a pris pour 2020, c'est d'ouvrir une représentation sur le Mexique pour pouvoir accompagner également ces partages de codes. Et là, c'est Air Tahiti Nui, notamment, qui, sur le Canada, souhaite développer avec une compagnie aérienne des partages de codes. Donc, vous savez, l'aérien et le tourisme, c'est un maillage. C'est pas toujours nécessairement des vols directs, mais des partages de codes. Qui lie des destinations. Un mot tout de même, Nicole Bouteau, sur ces assises du tourisme de demain. On peut dire que c'est quoi le lancement des travaux de la prochaine stratégie du tourisme que vous voulez mettre en place de 2021 à 2025 ? Nous arrivons quasiment au terme de notre stratégie quinquennale de développement touristique 2010-2015. Donc l'idée, c'est dès à présent de lancer les chantiers pour élaborer de manière très participative et de manière très concertée l'élaboration de notre feuille de route 2021-2025 que nous avons appelée Farira Manhini 2025. Alors, un segment qui marche très fort, c'est le segment Europe-Amérique du Nord. Vous l'avez dit, qui représente 60% des touristes qui viennent nous voir. J'imagine que vous vous dites que tout ça, en même temps, est très fragile. La chute des cours de la bourse, l'effondrement du dollar, la faillite d'une compagnie aérienne. Vous restez attentive à tout ça ? Nous sommes bien évidemment extrêmement vigilants. Le tourisme est en perpétuelle mutation à travers le monde. On le voit avec la faillite d'un opérateur historique tel que Thomas Cook. Aujourd'hui, les plateformes numériques transforment en fait les habitudes de voyage, les habitudes du tourisme. Donc nous sommes là-dessus effectivement extrêmement vigilants et nous sommes une destination bien évidemment fragile, qui a regagné en confiance, qui a beaucoup d'atouts, mais qui est isolée. Donc c'est en même temps un atout et en même temps une fragilité. Un inconvénient. Merci beaucoup, Nicole Bouteau, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'était l'invité café du lundi au vendredi.